bonjour, soyez les bienvenus. C'est à mon très grand plaisir qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur et la satisfaction de vous présenter Alain Lefebvre. Il est ancien élève de cette université, département de philologie à Saint-Césaire. Et il a été professeur à l'école des cinémas. Il a été le directeur des masters. Actuellement, il travaille à la gestion culturelle, à l'organisation des événements culturels. Et depuis 7 ans, parce que ce serait la 7e édition, il est le co-organisateur, le co-directeur de las jornadas de cine francophone. Je pourrais vous raconter qu'est-ce que c'est que les journées de cinéma francophone, mais il est là pour vous le dire. Donc, je n'ai qu'à te céder la parole et à te remercier de nous accompagner. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup. Bien, bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Alors, je vais, puisque ce sont les journées de la francophonie, je vais parler en français. Je vais parler doucement, lentement, pour que vous me compreniez bien. Vous me comprenez quand je parle? Oui? Plus ou moins? Bon. Sinon, vous me posez des questions. Alors, oui, pour moi, c'est un vrai plaisir de revenir ici à l'Université autonome de Madrid. Comme l'a expliqué Pilar, je suis un ancien élève. Ancien élève. Très jeune. Et comme je disais tout à l'heure, c'est avec grand plaisir que je retrouve les salles, les couloirs, la nature et les professeurs. Alors, je viens vous présenter la Muestra de Cine Francofono de Madrid et cette conférence que je préfère peut-être qualifier plus de rencontre avec vous. Je l'ai appelée Cinéma francophone, regard, approche et sensibilité, présentation de la 7e édition de la Muestra de Cine Francofono de Madrid. Alors, comme je pense qu'il est intéressant de connaître un peu le parcours des personnes pour comprendre ensuite ce qu'ils font, je veux commencer par parler de moi. Voilà. Je suis français, mais ma mère est espagnole. Enfin, mon père est français, ma mère est espagnole. En fait, elle est espagnole depuis peu. C'est-à-dire qu'elle était espagnole, et quand elle s'est mariée au début des années 70, sous l'époque de Franco, les Espagnols perdaient automatiquement leur nationalité, et donc elle est devenue française. Mais à la maison, moi, j'ai vécu les deux cultures. C'est-à-dire que mon père français, ma mère espagnole, et je pense que, bon, j'ai un bilinguisme qui est peut-être un peu particulier, c'est que j'ai la sensation d'avoir les deux cerveaux, les deux hémisphères, je ne sais pas comment c'est organisé, deux tiroirs, deux placards, avec une partie française, une partie espagnole. Et à la maison, mon père parlait en français, il demandait par exemple, est-ce qu'il reste du pain? Si, queda. C'est-à-dire que ma mère répondait en espagnol. J'avais d'autres amis qui avaient aussi des parents espagnols, mais la différence, c'est qu'ils parlaient une seule langue à la maison et une autre à l'extérieur. Tandis que moi, je parlais les deux langues à la maison. Mon père représentait le français, ma mère représentait l'espagnol. Alors, à la question de la langue maternelle, je ne sais même pas quoi répondre. Est-ce qu'on considère la langue maternelle comme la langue du pays? Est-ce qu'on considère la langue maternelle comme la langue de la mère? Voilà. Donc, moi, je pense que cette dualité, ces deux langues qui cohabitent en moi, ça a été déterminant pour ma vie. Et moi, je conseille, je recommande, j'invite tous les parents qui sont bilingues ou qui parlent différentes langues, d'enseigner les langues aux enfants, mais dès leur plus jeune âge. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que la langue, on
relation avec la culture, eh bien, ça offre des possibilités infinies. Donc, depuis tout petit, j'étais très curieux de tout. Et je dois dire que j'ai eu la chance, enfin, j'ai la chance d'avoir une mère artiste donc, qui, dès tout petit, m'a mis devant des tableaux, devant des tableaux qu'elle peignait elle-même, hein, parce qu'elle est peintre, devant des films, et de la musique. Ah, mon père, non, mon père, il est électricien. Donc, mon père, c'était tout ce qui était artistique. Oula, ça ne l'a jamais vraiment intéressé, même s'il a toujours aidé ma mère dans ses projets. Et donc, dans cette ambiance, qui était, bon, bah, vous voyez, un peu double, j'ai toujours eu des problèmes d'insomnie. Alors là, oui, c'est vrai, vous allez dire, il raconte sa vie privée. Est-ce que ça nous intéresse vraiment? Je ne sais pas, mais j'ai pensé que c'était intéressant de commencer par là. Donc, j'ai toujours souffert d'insomnie. Quand je dis toujours, je souffre encore d'insomnie. Et ma mère, qui était un petit peu désespérée, me dit, bah, écoute, prends des livres, lis, commence à lire. Donc, je crois que j'ai lu plus de livres de 5 ans à 18 ans qu'après. Hein, même si j'en ai lu beaucoup, ici en philologie française. Maintenant, j'en lis beaucoup moins, je me sens très pauvre. C'est terrible, je me sens très pauvre. Et je suis dépassé par les événements et il y a des moments où je voudrais lire davantage. Bien. Et aussi, il y avait sur France 3, FR3 à l'époque, c'était la troisième chaîne de télévision en France, le vendredi soir, eh bien, il y avait une émission consacrée au cinéma qui était un peu tard. Je dois dire que c'était un peu tard, c'était peut-être 11h30 du soir. Donc, vous me direz, que fait un enfant à 11h30 du soir? Ben voilà, moi, je ne dors pas. Donc, ma mère me dit, bah, écoute, si tu ne dors pas, viens voir le film du vendredi soir. Et là, ça a été le choc. J'en ai pris plein la tête. Voilà. Bon, est-ce que vous comprenez? Ça va? Non? Oui? Oui? Bon, très bien. Quand je dis que ça a été le choc, c'est une émotion où parfois, moi, eh bien, je pleurais. Il y avait des films qui étaient très tristes. Donc, j'étais très ému. Ça me remuait énormément. Je ne savais pas comment gérer ces émotions. D'autres fois, je riais énormément. Donc, j'avais vu des Buster Keaton, des Charles Chaplin, Candilejas, Les Feux de la Rampe. C'est un film qui m'a brisé le cœur. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. C'est un film superbe. Des classiques, John Ford, Alfred Hitchcock. Alors imaginez, moi j'ai vu Vertigo à l'âge de 8 ans. C'était un cauchemar. Hein, la femme double, le vertige. Bon, voilà. Donc pour moi, le cinéma, c'était comme un peu comme un rite initiatique, mais aussi comme un traumatisme. Hein. Et j'ai l'impression de vivre un peu ma vie à coup de traumatisme. Hein. Et un jour, c'était bien plus tard, voilà, j'ai eu une sorte d'épiphanie en voyant un film qui s'appelle Le Festin de Babette de Gabriel Axel. C'est un film danois, ça n'a aucun rapport avec la francophonie, sauf que le personnage principal est une femme qui est française. Et je ne vais pas en dire davantage parce que j'aimerais bien qu'à un moment donné, vous puissiez voir ce film. Eh bien, ce film est devenu le film de ma vie, mon film préféré. C'est-à-dire que c'est un film sur comment un repas, un dîner, peut changer la vie des personnes. Et là, pour moi, c'était formidable. Donc, dans le film, c'était un dîner qui changeait la vie des personnes. Et pour moi, c'est ce dîner qui a changé, on va dire, ma vie, qui, je me suis dit, moi aussi, je veux faire du cinéma ou je veux me consacrer au cinéma parce que le cinéma est capable de créer des émotions et moi aussi j'aimerais bien provoquer ces émotions-là chez les autres. Voilà. C'est peut-être un peu arrogant,
peut-être, je ne sais pas, hein, mais quand on a 17 ans, on a envie de plein de choses. Hein, et avec l'énergie de la jeunesse, je me suis dit, eh bien, je vais tenter de faire du cinéma. Moi, je faisais de la photographie, je prenais la caméra, avec mes frères, on a fait des courts-métrages, des trucs, je ne préfère pas vous les montrer. Non, même si parfois il y avait des choses qui n'étaient pas trop mal, et je me suis dit, je vais me payer une école de cinéma. Dans mon parcours, eh bien, les choses de la vie ont fait que j'ai décidé de venir ici en Espagne, parce que moi j'ai vécu en France hein, jusqu'à l'âge de 18 ans, et ensuite, après le bac, je suis venu ici à l'Université autonome, et je dois dire que ce n'était pas prévu vraiment de faire philologie française, ce n'était pas prévu dans ma tête. J'ai voulu aller peut-être un peu vite. J'ai passé la sélectivité à Paris, c'est-à-dire c'était comme candidat libre, hein, et je ne me suis pas bien préparé. Ce qui fait que ma note de sélectivité n'était pas suffisante pour aller à Ciencias de la Información, hein, à la faculté de Ciencias de l'Information. Maintenant, je peux vous dire que je ne regrette rien. Un peu comme la chanson d'Edith Piaf, non, rien de rien, je ne regrette rien. Parce que, un peu par accident, donc, je me suis retrouvé à Filologia Francesa, et la vie a fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à étudier Filologia Francesa. Vous me direz, ah mais oui, mais tu étais déjà français. Mais ce n'est pas la même chose d'apprendre une langue comme natif à analyser, comprendre, transmettre la langue et apprendre le plaisir des textes qu'on peut avoir en philologie française. Et aussi le champ qu'on ouvre à d'autres expressions et à d'autres littératures, parce qu'il y a la culture francophone. Donc, cette première approche de la francophonie, en fait, je l'ai eue ici. Je l'ai eue ici à travers des asignaturas qu'on avait. Alors, je ne sais pas maintenant comment est le cursus, mais à mon époque, c'était asignaturas optativas. Hein, et on pouvait choisir littérature africaine, littérature canadienne-québécoise. Les premières émotions, ma première, disons, visite dans ce que j'appelle moi le continent de la francophonie, eh bien, ça a été à travers la littérature. Bien, je m'arrête là un petit peu le temps que vous installiez. Est-ce que vous avez des questions? Vous comprenez bien? Ça va? Oui? Bien, parce que là, je parle beaucoup, mais j'espère que vous aurez ensuite des questions. Et si à un moment donné, vous voulez me poser des questions, levez la main, n'hésitez pas. Alors, je reviens sur donc, ces premières découvertes de la francophonie, ici, à l'Université autonome Filologia Francesa. C'est là où j'ai pu lire Tahar Ben Jelloun, Amadou Hampâté-Bâ, surtout avec cette citation, moi, qui m'avait vraiment troublé, non, lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. L'importance de la transmission orale, de la littérature orale, non, et puis Driss Kriaibi ou Shriaibi, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom de famille, avec le livre que je vous recommande, mais par-dessus tout, qui s'appelle La civilisation, point de suspension, ma mère. Hein, la civilisation, ma mère. Un livre formidable. Alors, voilà, dans ce chemin, ensuite, j'ai commencé à travailler comme professeur de français, et quand j'ai eu assez d'argent pour me payer les études de cinéma, eh bien, je me suis présenté à l'ECAM, qui est l'école de cinéma
de la communauté de Madrid. C'est une école qui est certainement, avec l'ESCAC à Barcelone, l'école la plus importante d'Espagne et qui est une des plus importantes d'Europe. L'entrée était très difficile parce qu'il y avait à l'époque, pour rentrer, par exemple, pour faire des études de réalisation, c'était lecture de cine, de réalisation, il y avait un concours avec 4 épreuves très difficiles. Voilà. Et finalement, moi, j'ai réussi à passer 4 épreuves, à rentrer dans cette école de cinéma. Et là, ça a été une expérience aussi superbe, parce que je me suis dit, ça y est, je suis dans mon élément, je suis avec d'autres personnes qui partagent cette passion du cinéma. Et moi, qui d'une certaine façon, j'ai toujours estimé que j'étais une personne, on va dire, avec un caractère assez enjoué, mais comme ça. À l'école de cinéma, c'était comme ça. Un jour, j'étais content, le lendemain, j'étais très mal. Et pourquoi? Parce qu'on s'expose continuellement aux professeurs, aux autres. Parce que lorsqu'on travaille, on va dire, la matière, la création, si par exemple, je décide tout de suite de faire une séquence de cinéma avec vous, je vais devoir choisir une position de caméra. Je vais commencer par là. Et je vais devoir décider le temps que ça dure, quand est-ce que j'arrête et tout ça. Et d'autres personnes me disent, mais non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi tu commences par là? Qu'est-ce que tu veux nous raconter en commençant par là? Commence plutôt par là, c'est elle la protagoniste. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des choix constants. Et bon, c'était une expérience, on va dire, très intense. À l'école de cinéma, on s'aime, on se déteste, mais c'est très, 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 très intense. Bon, ensuite, j'ai pu travailler, j'ai fait quelques courts-métrages, j'ai fait quelques clips, publicités. J'ai beaucoup travaillé comme assistant réalisateur, comme ayudante de direction. Et un jour, voilà, le téléphone sonne, on m'appelle, on me dit, est-ce que tu veux diriger le département de master, de formation continue de l'école de cinéma? Moi, je n'en revenais pas. J'ai dit, pour moi. Parce qu'en fait, j'étais vraiment très jeune. Enfin, je sortais de l'école de cinéma. J'avais travaillé 2 ans comme réalisateur. Et tout à coup, je me retrouve comme ça. Bien. Alors, j'ai passé ensuite 11 ans et demi de ma vie à former le futur, on va dire, les futurs talents du cinéma espagnol. Je pense qu'il y a à peu près 2500 élèves qui sont passés dans mon département. J'ai créé beaucoup de formations, des petites formations, par exemple, comme introduction au scénario, ou alors des masters de industrie audiovisuelle, business audiovisuel, de tout. Et maintenant, je suis dans une autre étape, où je suis, comme tu disais, j'organise des événements culturels, j'organise des festivals, parce que, en fait, à l'intérieur de moi, c'est vrai, il y a la partie création, mais il y a aussi la partie que je récupère de mon enfance, celle de l'émotion, celle de reconnaître le talent chez les autres, et de dire, c'est formidable. Moi, je ne sais pas si je serais capable un jour de vous faire pleurer, de vous faire rire, mais lorsque je détecte le talent des autres, et ça m'émeut, ça me secoue. Moi, je dis comme ça de manière un peu familière que le talent, c'est un coup de poing dans la gueule. C'est quelque chose qui fait « oh, pero aquí hay alguien » ou « aquí hay una voz ». Là, il y a du talent. Et ça, parfois, je ne sais pas comment gérer. Voilà, je suis un adulte maintenant, je ne suis plus un enfant, mais je continue à ne pas savoir gérer ces émotions-là. Alors, je réfléchis et je me dis, comment faire? S'il y a quelque chose que j'aime, j'aimerais que les autres le connaissent aussi. Donc, il y a cette idée de transmission qui est très importante
chez moi, cette idée de transmission. Alors, lorsque j'étais à l'école de cinéma et que je dirigeais le master de distribution visuelle, j'ai appris beaucoup de choses de distribution, de comment montrer les films, comment les faire arriver aux gens. Voilà, donc on peut voir des films au cinéma, on peut voir des films à la télé, on peut voir des films sur le téléphone. C'est un peu triste. Mais moi, je vois beaucoup de personnes qui regardent des films, peut-être plus des séries, sur le téléphone. Et même, attention, sacrilège, qui regarde des films en double vitesse. Vous regardez des films en double vitesse? Allez, qui regarde des films en double vitesse ici? Non? Vous ne pratiquez pas? Oui, je pense oui. A velocidad 2.0. Bien ver películas aquí en el móvil. Okay? Non, mais vas-y, c'est pas grave, allez-y. Veis series. Oui, les séries, oui. ¿No? ¿Y lo veis a reproducción normal o lo veis un poquito más rápido de lo habitual? Pero bueno. ¿Quién las ve a 1,5? ¿No? No pasa nada, ¿eh? No me vean nada. Perdona, Elam, creo que Ana quiere decir algo. Non, j'ai Regardez. j'ai regardé les YouTube vidéos por dos. Mais c'est Par le téléphone, tu veux dire? Le YouTube? Oui, mais le YouTube, c'est vraiment un format qui est pensé. Il est pensé pour le téléphone. Le cinéma, ce n'est pas pensé pour le téléphone. Le cinéma, c'est pensé pour le grand écran. Alors maintenant, les films, on commence à les penser pour tous les écrans, mais le cinéma, à l'origine, est pensé pour le grand écran. D'ailleurs, c'est ça qui fait, on va dire, la clé du cinéma. C'est les frères Lumière et Thomas Edison sont, on va dire, les inventeurs du cinéma. Edison, il avait une machine qui s'appelait le kinétoscope. Et le kinétoscope, c'est, on va dire, l'ancêtre du cinéma. C'est une machine grande comme ça. Ouais, voilà, ça arrive là. Okay. Donc, vous avez une petite ouverture. Vous penchez, vous regardez. Vous avez une manivelle et vous tournez le film comme ça. Et vous voyez, on va dire, 45 secondes de film. Il y a eu même un business. C'est-à-dire que pendant quelques années, on pouvait aller voir des mini-films dans les kinétoscopes. Donc, il y a même des images, on voit, on rentre dans des magasins et on voit, il y a des rangées de kinétoscopes et les gens vont voir, on paye, hop, voilà. Les frères Lumière, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va projeter ce qu'il y a là sur un écran et comme ça, tout le monde peut le voir. Donc, disons que c'est un modèle d'entreprise complètement différent, mais c'est le modèle qui, pendant 125 ans, a fonctionné. Et maintenant, d'une certaine façon, c'est Thomas Edison avec son kinétoscope qui revient à la charge. Donc, Edison, c'était l'expérience individuelle et les frères Lumière, l'expérience collective. Donc, moi, je pense que c'est la revanche de Thomas Edison sur les frères Lumière. Nous, là, j'avance un petit peu. À la Mostra Cine Francofono, l'idée, c'est de célébrer le cinéma en grand écran. Mais le festival a évolué et je vous le raconterai après. Alors, attendez que je me perde pas. Dans cette idée de faire découvrir les talents, moi, il y a toujours une citation de Lorca qui m'a toujours ému. Je pense que vous la connaissez, mais laissez-moi vous la lire. C'est un extrait du discours que Lorca a prononcé en septembre 1931 à l'inauguration de la bibliothèque dans son village natal, Fuente Vaqueros, en Granada. Et je vais vous le lire, évidemment, en espagnol.
no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Y esto lo dice en 1931. Ahí lo dejo. Alors, cette idée de, vous voyez, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Le talent, faire connaître le talent, transmettre la culture. Et je crois qu'avec ce qu'on a vécu là, ces 2 dernières années, le confinement, eh bien, on peut remercier tous les créateurs, tous les cinéastes, tous les artistes, les peintres, les auteurs, les poètes, parce que je pense qu'on n'a jamais consommé autant de culture que lorsque nous étions enfermés. Alors, ici, dites-moi, est-ce que vous avez lu beaucoup de livres pendant le confinement? Ou pas spécialement? Vous avez lu beaucoup de livres pendant le confinement? Levez la main. Ceux qui ont lu beaucoup de livres? Ah, pas ouais. Vous allez me faire mentir alors. Hein? Vous allez me faire mentir. Ok. Par contre, je suis sûr que vous avez vu beaucoup d'audiovisuels. Vous avez vu beaucoup d'audiovisuels? Qui a vu plus de séries et de films qu'avant pendant le confinement? Levez la main. Voilà. Bon. Voilà. Donc, avec le confinement, le cinéma online a vraiment, disons, explosé. Les gens qui n'étaient pas abonnés à Netflix ou Amazon se sont abonnés. Il y a la plateforme espagnole qui s'appelle Filmin. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite je vous invite à la connaître parce que c'est une plateforme de cinéma indépendant, européen, américain, asiatique, enfin global, et qui est vraiment très, très, très intéressante. C'est là d'ailleurs où on a décidé d'être. El Cineteca, mais aussi sur Filmin. Voilà, c'est cette plateforme. VOD, ça s'appelle Vidéo on Demand, Vidéo à la demanda, VOD. Et voilà, donc, pendant le confinement, eh bien, je pense que ça a été très, très, très important. Ese medio pan y ese libro, donc voilà. Là, on a dévoré le cinéma pendant le confinement. Et encore une dernière idée avant de rentrer dans la présentation du festival. Moi, j'aime bien parler aussi de résistance culturelle. Voilà. Moi, j'aime bien lever le drapeau de la résistance culturelle. Je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours fait, cette résistance culturelle. J'ai dû faire le service militaire. Mais il a quel âge? Oui, ben, j'ai déjà un certain âge. J'ai dû faire le service militaire parce qu'en France, comme en Espagne, ben, on faisait le service militaire. Donc moi, j'étais des derniers à le faire. Quand je suis sorti de mon service militaire, les derniers à le faire rentrent, on s'est croisés. Et évidemment, eh bien, il fallait faire beaucoup de choses. Et parmi les choses, des choses qui pour moi étaient un peu surréalistes, incompréhensibles. Par exemple, bien, nous, on avait différentes tenues. On avait la tenue militaire, ce qu'on appelle le treillis, avec le camouflage, et on avait la tenue bleue, c'était el chándal azul, le survêtement bleu.
Et moi, je me souviens très bien d'un moment où le caporal disait, bien, vous avez 3 minutes pour vous changer en bleu. On se change en bleu. On arrive. Très bien. Bon, vous avez maintenant 3 minutes pour vous changer en camouflage. Donc, pendant une après-midi, on s'est changé en bleu, en camouflage, en bleu, en camouflage, en bleu, en camouflage. Tu demandes, mais pourquoi? Pourquoi? Ça n'existe pas. Ok. Très bien. Alors, moi, je sentais que je n'étais pas à ma place. Donc, je faisais les choses. Par exemple, vous devez nettoyer les 3 étages. Moi, je nettoyais les 3 étages très vite et d'une certaine manière, un peu pour être, on va dire, dans la rébellion, j'avais dans ma poche de mon treillis, du pantalon militaire, j'avais de la poésie japonaise, des haïkus japonais. Donc, j'avais ici, on va dire, la serpillière, la fregona. Hein. Voilà, j'étais là. Je le faisais exprès, évidemment. Hein. Et quand j'entendais ça, hop, je rangeais. Hop, vous n'avez pas fini. Ah non, non, c'est long. Voilà. C'était une manière pour moi de montrer cette résistance culturelle. Et moi, je suis un peu on va dire, un fanatique de la résistance culturelle. Parce qu'avec les événements qui se passent actuellement, on a besoin. Moi, j'ai fait une réflexion. Aujourd'hui, on inaugure la Muestra de Cine Francofono. Aujourd'hui. Et la semaine dernière, je me disais, esto es una buena idea. O sea, tenemos una guerra en Ucrania, y venimos aquí. Donc, j'ai eu un doute pendant un moment. Je me suis dit, mais est-ce que c'est important de faire ces choses-là? Il n'y aurait pas d'autres choses à faire? Et puis après, je me suis dit, non, 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 c'est important. C'est très, très important. D'une manière un peu romantique, moi je suis un romantique, un peu romantique, eh bien, je me dis, non, non, il faut éclairer les ténèbres. Et de faire des choses comme ça, bien écoutez, si ça peut, pendant un moment, faire changer les idées des gens, mais surtout, connaître d'autres cultures, d'autres vies, parce que le cinéma, ça a quelque chose qui est formidable, c'est que c'est très proche, on va dire, de l'empathie. Hein? On vous met avec les personnages, à côté des personnages. Après, vous êtes libre d'être d'accord ou pas. Mais vous plongez dans un univers qui n'est pas le vôtre. Et là, il se passe quelque chose. Et c'est ça la magie du cinéma. Quand ça marche. Quand le cinéma parle à la tête et au cœur. Si on a des films qui parlent aux deux, alors là, c'est merveilleux. Parfois, on a des films qui parlent à la tête et d'autres qui parlent au cœur. Et quand on a les deux, ça, c'est vraiment très, très bien. Alors, je ne veux pas perdre le fil, excusez-moi. Bien. Alors, des questions? Je vais vous parler à présent de Muestra. François? Pas de questions? Ça va? Vous me suivez bien? ¿Sí? ¿Me seguís bien? ¿Sí? ¿Poquito? ¿Gusta mucho? Non? Ouais, j'avais promis de parler lentement et puis après, je me suis lâché. Oui, voici la Muestra de Cine Francofono. Comme a dit Carmen, c'est la 7e édition. Mais en fait, on a commencé il y a 8 ans. Pourquoi on a commencé il y a 8 ans et qu'on a la 7e édition? Quelqu'un a une idée? Pourquoi il manque une édition? Eh oui, la pandémie. Le festival, la Muestra de Cine Francofono, se présente comme une célébration de la francophonie. Et vous savez quand est-ce que c'est la journée officielle de la francophonie? Quelqu'un sait? Tic-tac, tic-tac. Non? Les têtes se baissent, on ne me regarde plus.
Non? Eh bien, vous devez le savoir. C'est le 20 mars. Le 20 mars, c'est la journée de la francophonie. Le 20 mars. Donc, pour ce projet, c'était intéressant d'être, on va dire, dans le mois de mars. Si on n'est pas le 20 mars, c'est autour du 20 mars. Alors, la francophonie, qu'est-ce que c'est la francophonie? Quelqu'un ose, s'aventure? Alors, quelqu'un veut tenter? Non, je ne vais pas vous faire souffrir davantage. Bien, alors pour moi, parce qu'en fait c'est pour moi, hein, l'idée de francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français, mais à différents endroits de la planète. C'est-à-dire qu'on a cet outil merveilleux qui est une langue, on va pouvoir communiquer, se comprendre, bon, plus ou moins, mais dans des lieux différents. Et on va pouvoir ainsi parler avec des Québécois, mais parler aussi avec des Béninois, ou alors avec des Tunisiens. C'est ça qui fait, on va dire, la magie de la francophonie, c'est mettre en valeur tout le potentiel de la langue pour connaître des cultures différentes. C'est une porte d'entrée pour connaître des cultures différentes. Il faut savoir qu'il y a un organisme officiel, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et qui réunit 88 États membres. Et pourquoi est-ce que c'est le 20 mars, la journée de la francophonie? Eh bien, parce que ça a été la date qui marque la création, en fait, de cette agence. Ça marque la création de l'OIF, qui ne s'appelait pas OIF au début. Ça s'appelait l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, qui est après devenue OIF. En fait, cette idée de célébrer la langue, c'est une idée qui vient des Nations Unies. Et on ne célèbre pas seulement le français, on célèbre aussi l'espagnol. En fait, les Nations Unies ont eu l'idée de célébrer chaque année les 6 journées de langue, consacrées aux 6 langues officielles des Nations Unies. Qui sont, vous connaissez les langues officielles des Nations Unies? Non? Vous devinez peut-être? Alors, l'arabe, le chinois, l'anglais, le russe, l'espagnol et le français. Ça, ce sont les 6 langues des Nations Unies. Quelle est la date de célébration de la langue espagnole? Après ton examen, non? Moi, je pense que c'est intéressant, comme étudiant, non, en langue, que vous le sachiez. Quand est-ce que c'est le jour du livre, ici? Quand est-ce que c'est? El día del libro. ¿Cuándo se regalan libros aquí? Le 15, non, pas le 15. C'est en avril, c'est le 23 avril. C'est le 23 avril. Et c'est la date officielle choisie pour célébrer la langue espagnole. Parce que ça correspond, si je ne me trompe pas, à la mort de Cervantes. Et qui correspond aussi à la mort de Shakespeare. Donc, c'est le jour aussi qui a été choisi pour célébrer la langue anglaise. Donc, voilà. Donc, la langue française, c'est le 20 mars. Alors, lorsque... il y a toujours beaucoup d'activités qui sont organisées en relation avec la francophonie. Par exemple, aujourd'hui. Voilà. Mais dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a énormément d'activités qui sont pensées pour ces journées de la francophonie.
il y a quelques années, le Bureau du Québec, c'est un organisme qui diffuse, qui promeut la culture québécoise dans le monde entier. Le Bureau du Québec nous a demandé à Carmen Mata, que vous connaissez très certainement, professeur titulaire ici à l'Université autonome, et à moi, de présenter un film à l'Alliance française, un film d'un réalisateur qui est formidable, qui s'appelle Xavier Dolan. Je ne sais pas, vous connaissez le cinéma de Xavier Dolan? Non? Oui. Xavier Dolan? Oui. Quel film, par exemple? Maria Maxime, Mommy. Voilà. Il est de quel pays? Xavier Dolan. Il est originaire de quel pays? Canada. Du Canada. Il est québécois, Xavier Dolan. Donc, nous, on devait présenter Les Amours imaginaires, qui est son deuxième film. Et bon, à l'Alliance française, on a pris beaucoup de plaisir, un peu comme là, maintenant. Tu vois, voilà, Carmen et moi, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis, alors moi, je voyais par exemple, à l'Alliance française, il y avait sur le bureau beaucoup de prospectus. Je prenais le programme de la francophonie et je voyais, ah, il y a un film. Ah, super. Ah oui, oh là, c'est loin. Ah oui, c'est là. Ah, il y a un autre film. Ah, mais là. Là. Moi, j'étais débordé. Moi, je sentais une sorte d'angoisse. Je me dis, oh, mais c'est super, il y a beaucoup de choses à faire, mais comment je m'organise? Et là, une petite lumière s'est allumée. Et je me dis, ce serait vraiment, vraiment bien de pouvoir réunir toutes les initiatives cinéma en un seul événement. Comme ça, si j'aime le cinéma, je vais là, et voilà. Je ne vais pas là, avec des horaires infernaux. Non. Voilà. C'est comme ça que je me suis dit, eh ben, essayons de faire quelque chose. Avec Carmen Mata, je m'entends très très bien. On avait fait cette présentation de film. Elle est spécialiste en civilisation francophone. Je me suis dit, je suis sûr qu'elle va adorer l'idée. Elle a adoré l'idée, évidemment. Et on avait besoin aussi peut-être d'une institution comme l'Alliance française, qui est, on va dire, des contacts avec les ambassades. Et ça s'est monté comme ça. J'en ai parlé à la responsable culture de l'Alliance française. Elle a dit, oh, excellent. Parce que Alba Wistrat, que je salue, à l'époque, il n'est plus responsable. Maintenant, c'est Maud Geneste qui fait un travail formidable. Elle n'avait peur de rien. Elle n'a peur de rien. Tu proposes quelque chose à Alba, elle dit, allez, vamos. Alors, lo hacemos. Et moi, j'avais besoin de ça, parce que moi, j'ai des idées, mais parfois, je n'ai pas le moteur. Donc, c'est important d'être accompagné, de trouver des gens qui vont vous donner l'impulsion pour vos projets. Alors, la première année, on était là. Ah oui, imaginez, quiero hacer un festival de cine. ¿Por dónde empiezo? Comment on commence? Bien. Alors, moi, j'ai beaucoup de connaissances en cinéma. Carmen, en civilisation francophone. L'Alliance, contact institutionnel. Et où est-ce qu'on allait faire ce festival? Il fallait trouver un endroit à Madrid pour faire la Muestra de Cine francophone. Est-ce que vous connaissez Matadero, le centre culturel Matadero? Qui connaît Matadero? Qui a déjà visité Matadero? Levez la main. Pas beaucoup? C'est timide? Par ici, oui. Bien. C'est peut-être un peu loin pour certains. Matadero se trouve Metro Legazpi. Il y a beaucoup d'activités. Mais vraiment, c'est un endroit très, très intéressant. Et même si vous n'avez pas envie de voir une exposition, c'est un endroit très sympa pour se promener et pour boire un verre, tout simplement. Parce que, voilà, les gens sont détendus, les gens ont envie de faire des choses, de découvrir. Voilà, il y a une bonne ambiance. Et moi, je me suis dit, ça, c'est peut-être l'endroit idéal
pour la muestra de cine francophone. Pourquoi? Parce qu'il y a una cineteca. C'est un endroit pour les films, la cineteca. Ce n'est pas la filmoteca. La filmoteca, c'est un autre cinéma qui projette beaucoup de films anciens. D'accord? Mais la cineteca, ça a commencé comme la maison du documentaire, du cinéma documentaire. Et puis petit à petit, c'est devenu, on va dire, la maison du cinéma indépendant. Donc, il y a déjà un public qui est familiarisé avec ces cinématographies. Et nous, on avait besoin de se sentir accueillis. Donc, moi, je me souviens très, très bien de la première réunion que j'ai eue avec le directeur de la Cinéteca à l'époque. Et on disait, oh là là, ça c'était, attention, hein, c'était le mois de janvier. Et nous, on devait commencer en mars. Et on n'avait pas encore, no teníamos sitio todavía, 2 meses antes del evento. Donc, moi, je vais voir le directeur avec Alba. On lui propose. Il était fasciné par le projet. Il dit, allez, hop, c'est parti. On est ressorti de la réunion, je vous assure, elle a duré 10 minutes. 10 minutes. Moi, je pensais que ça allait être la réunion la plus difficile de ma vie. Ça a été 10 minutes. Je regarde Alba en disant, oh, quel vertigo, ya está. Ya, vamos allá. Bon, la première édition, ça a été une aventure. Ça a été très, très bien. On n'avait pas d'invités, c'est pas grave. On avait déjà des films, ce qui était bien. Et on comptait surtout avec l'impulsion, l'énergie de l'ambassade du Canada et du bureau du Québec. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je tombe toujours en amour des Québécois, de l'énergie canadienne. Il y a une énergie, il y a une sympathie, il y a quelque chose qui est formidable. Voilà. Je dois dire que à l'époque, l'ambassade de France nous voyait un petit peu en disant « Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là » Donc, comme on n'avait pas vraiment le soutien de l'ambassade de France, on a eu le soutien de l'ambassade du Canada. Eh bien, écoutez, ça a très bien marché. Et dès la première année, on avait beaucoup de monde. Moi, je me souviens, la première année, moi, j'étais là, j'étais pálido. ¿Y si no viene nadie? ¿Qué hacemos? O sea, aquí hemos montado aquí, hemos invitado a los embajadores, las embajadas, no sé qué, y si no viene nadie, vamos a hacer el ridículo. J'avais très peur, très, 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 très peur. Et je me souviens, quand j'ai vu qu'il y avait la queue pour prendre les entrées, oh, ça a été vraiment un soulagement. Alors, maintenant, comme les entrées peuvent s'acheter sur Internet, online, je ne vois plus les queues. Mais avant, c'était joli de voir les gens qui voulaient voir des films du monde entier. Parce que la muestra, c'est en fait des films de différents pays francophones. Par exemple, eh bien, cette année, on peut voir un PDF. Ah, ouais, attends, je vais mettre le spot, je crois. Ouais, on va mettre le spot. Mais, attends, voilà. Vraiment, celui-là. Voilà. Et voilà. Agrandis-le un petit peu. Si tu peux. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok. Alors, je vais prendre là comme ça. Alors, cette année, on a 10 films. On a 10 films. On a un film pour l'ouverture, on a un film suisse
en coproduction avec l'Argentine et la France. Mais vous voyez qu'ensuite, on a un film, aussi une coproduction Système K, qui est de République démocratique du Congo et France. Ensuite, vous voyez, on a Le Vendredi, un film tunisien avec différents pays en coproduction, Un fils. Bon, et ainsi de suite. On a, je vais un peu plus vite, on a des films haïtiens comme Freda, film français Fragile, film franco-roumain Las Vidas de Marona, film québécois La déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau-Lavalette, un film algérien Leur Algérie de Lina Swalem, un film belge en coproduction avec le Luxembourg, Les Intranquilles. Alors, on a 10 films et on a aussi des invités. Pas pour tous les films. Peut-être qu'un jour, on aura des invités pour tous les films. Mais là, aujourd'hui, par exemple, ce soir, Andreas Fontana, le réalisateur de Azor, va présenter le film. Il ne peut pas rester ensuite pour parler avec le public parce qu'il prend un avion pour Buenos Aires, parce qu'il présente le film le lendemain à Buenos Aires. Ensuite, on aura le vendredi. Le vendredi, on a Joseph Haredi et Charlie Haredi qui vont présenter le film La MIF. La MIF, ça signifie la famille. C'est du verlan verlanisé, je ne sais pas comment c'est, mais à un moment donné, on se retrouve avec la MIF pour parler de la famille. Ça, c'est un film. Moi, je vous le recommande, ce film. Si vous deviez peut-être choisir un film, demain, venez voir la MIF. C'est un film qui parle. C'est un film suisse qui parle de différentes jeunes femmes adolescentes, qui ont différents problèmes et qui se retrouvent dans un centre d'accueil. Et là, c'est un portrait choral parce que on va découvrir le passé de chacune d'elles. Et c'est comme une famille. On s'aime, on se déteste, il y a des tensions, il y a des frictions, et c'est un beau film très humain. Ensuite, on aura Emma Benestan, qui elle va présenter la comédie Fragile. Alors, je suis content d'avoir une comédie parce que moi, j'ai toujours tendance au drame, au mélodrame, au truc comme ça. Et je me suis dit, un petit peu de baume pour le cœur. Donc, il y a une comédie, Fragile. C'est un premier film, una opera prima. C'est-à-dire que c'est le premier film de Emma Benestan. Et elle va venir le présenter et ensuite, elle va avoir un échange avec le public. Les moments d'échange avec le public, pour moi, c'est très joli et c'est très important parce qu'on peut poser des questions aux créateurs et aux créatrices et se dire hey, comment j'ai fait esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Non, poser des questions. Et ça, je trouve ça un moment privilégié. Parce que les films, quand on les voit à la maison, on est là. Et, si tuviese yo aquí a la directora, le diría esto, le haría esta pregunta. Et bien là, vous allez avoir l'occasion, justement, de pouvoir poser des questions aux réalisatrices qui viennent. Lina Swalem va présenter un documentaire intime, parce qu'elle va parler de ses grands-parents. Ses grands-parents sont algériens et après la guerre d'Algérie, ils se sont exilés en France et ils ont travaillé une grande partie de leur vie, pratiquement tout, en France. Mais ils ont beaucoup de souvenirs de l'Algérie. Et Lina, qui est la réalisatrice, elle va, à travers, on va dire, le témoignage de sa grand-mère, reconstituer la mémoire de la famille et reconstituer un peu la mémoire de l'exil et de l'Algérie. C'est un documentaire très beau. Et le personnage principal, la grand-mère, est très spécial parce que c'est une femme qui rit tout le temps. Se ríe siempre. Mais tout le temps, quand je dis tout le temps, c'est quand on lui pose une question difficile ou gênante, elle devient nerveuse et elle commence à rire. Et sa petite fille lui dit, pero no se sabe si está llorando o riendo, nunca sé si está llorando o riendo. Voilà. Donc, c'est un très beau personnage de femme. Voilà.
Comment on choisit les films? Eh bien, écoutez, pendant toute l'année, Carmen Mata navigue sur Internet, sur les journaux, les magazines, les revues, les critiques. Elle s'informe, c'est une vraie détective. Moi, je fais la même chose, mais avec les festivals de cinéma. C'est-à-dire que je regarde quels sont les films qui passent dans différents festivals. Ah, celui-là, il a eu une bonne critique. Celui-là, il a eu un prix. Celui-ci, il est passé là. Je pense que c'est un film intéressant. Donc, on est comme deux chercheurs de films pendant l'année. Et c'est un peu voilà, le résultat de notre travail. C'est un festival aussi qui est féministe. Je le dis complètement, il est féministe dans le meilleur sens du terme. S'il y a un mauvais sens du terme, je ne sais pas lequel c'est, mais en tout cas, dans le meilleur sens du terme, c'est parce qu'on met la femme à l'honneur, en lumière, que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra, que ce soit les réalisatrices, le talent des réalisatrices, ou que ce soit les personnages qui apparaissent à l'écran. Cette année, on a plusieurs films qui parlent de la jeunesse, de cette jeunesse qui se bat, qui est peut-être en colère, qui cherche son chemin, une jeunesse en quête de liberté, en quête de sens, el sentido, en quête d'amour. Donc, ça, c'est très, très beau de voir. Cette année, on a beaucoup de films comme ça autour de la jeunesse. Par exemple, on a le film, comme je vous disais, Freda. Freda, c'est un film haïtien d'une réalisatrice haïtienne. Alors déjà, Haïti, c'est un pays, c'est un peu l'enfer sur Terre, Haïti, malheureusement. C'est un très beau pays, mais il y a toujours beaucoup de problèmes politiques, de violence. Et faire un film à Haïti, en Haïti, et qu'une jeune femme prenne la caméra et fasse un très beau film, c'est un film qui n'est pas facile, parce que ça parle de comment la jeunesse essaie de trouver un futur, un avenir, et elle ne sait pas, le personnage ne sait pas si rester en Haïti ou aller ailleurs. Entre autres. On a aussi donc Fragile. Fragile, c'est un beau portrait de la jeunesse qui est à des années-lumière de cette idée de la jeunesse qu'on peut avoir de la jeunesse française. Vous savez, cette jeunesse comme ça qui est violente, dangereuse, qui brûle des voitures, qu'on voit dans La Haine ou qu'on voit dans Les Misérables. Que parece que todos los jóvenes franceses son así como que tienen una navaja y que en cuanto te miran te van a... Bueno, non. Il y a aussi une autre jeunesse, une jeunesse qui est lumineuse. Et ça, c'est un film très lumineux, avec un personnage principal, là c'est l'homme, qui est un jeune homme, eh bien, qui a un chagrin d'amour, et ses amis vont l'aider à remonter la pente. Donc, et il y a beaucoup d'autres choses. C'est un film très intelligent dans les dialogues. J'espère que vous prendrez plaisir à le voir. Et ensuite, on a La déesse des mouches à feu. C'est l'adaptation d'un roman. Là, j'ai oublié le nom de l'auteur. C'est un film sulfureux. Mais alors, vraiment, cette réalisatrice, Anaïs Barbeau-Lavalette, pour moi, c'est un génie. C'est un génie. Parce qu'elle est excellente en cinéma, mais elle est aussi excellente en littérature. Elle a écrit un livre qui s'appelle La femme qui fuit ou Une femme qui fuit, à propos de sa grand-mère. Ce livre, il est formidable. Mais formidable. Et elle fait des films qui sont, waouh, je ne sais pas. Il y a une énergie, une manière de penser les plans qui, moi, me déborde. C'est quand je vous disais le talent, un coup de poing dans la gueule, et bien avec Anaïs Barbeau-Lavalette, bon bah. Voilà. Alors, comme je vous disais, tous les films sont en version originale, sauf Las vidas de Malona, parce que la nouvelle direction de Cineteca nous a demandé que ce soit doublé, parce que c'est un film pour toute la famille. Ils ne veulent pas qu'il y ait uniquement les familles francophones qui viennent, parce qu'ils ont une programmation pendant toute l'année. Donc, todos los domingos tienen, pues eso, películas para la familia,
Et ils se sont dit, oh mon Dieu, si c'est en version originale, on ne va pas avoir de personnes. Donc, ils nous ont obligés de mettre la version double. Vous me demanderez, que fait la Roumanie dans la sélection des pays? Il faut savoir que la Roumanie est un État membre de l'Organisation internationale de la francophonie, parce qu'il y a plus de 4 millions de locuteurs français en Roumanie. Ça, il faut le savoir. Moi-même, je ne le savais pas au début. Et au tout début, le festival, c'était un festival en langue française. Et petit à petit, on s'est aperçu que la francophonie, ce n'est pas seulement mettre des films où on parle en français uniquement. Moi, à la première édition, je voulais uniquement des films à 100% en français. Je dis, mais non, ce n'est pas une réalité. La francophonie, justement, c'est comment, dans un pays, la langue française et les autres langues cohabitent. On voit très souvent dans les films francophones que les enfants à l'école parlent en français et ils vont dans la rue et ils parlent créole, je ne sais pas, ou ils parlent arabe, ils parlent wolof, ils parlent d'autres langues. Et ça, eh bien, on a laissé de plus en plus d'espace à cet langage, on va dire, d'une certaine façon, interculturalité. Et voilà, certaines personnes nous disent, ah, pero esta película, si habla mucho en árabe, moi je voulais voir. Mais oui, mais la réalité, c'est que si vous allez dans ce pays-là, vous allez avoir ce mélange des langues. Ça, c'est une réalité de la francophonie. Donc, voilà, dans l'évolution, je vais terminer, dans l'évolution de la muestra de cine francófono, et la pandémie nous a obligés de nous arrêter effectivement en 2020, parce que, si vous vous souvenez, il y a 2 ans, le 14 de marzo, c'était le confinement. Et nous, en 2020, notre date du festival, c'était le 16 ou le 17 mars. Donc déjà, moi et Carmen, on se disait, oula, esto no pinta bien, hein? On avait tout. Tous les films étaient prêts. Tout était prêt. Les affiches étaient dans Madrid. Tout était prêt. Et on a dû annuler 1 semaine avant parce qu'on savait que c'était pas... Si le monde était confiné, voilà. Donc, une année, il n'y a pas eu de festival. C'est pour ça qu'on en est effectivement à la 7e édition. Et j'ai observé un peu comment fonctionnaient les autres festivals et j'ai vu que certains proposaient des films sur Internet. Moi, je sais que j'ai commencé en disant il faut voir les films sur grand écran, mais quand on ne peut pas, eh bien, on est toujours heureux de pouvoir voir aussi des films sur l'ordinateur ou sur la télévision à travers, par exemple, le film. Ça nous a donné une image nationale, c'est-à-dire que la muestra de cine francófono était una muestra locale, régionale, et puis grâce à Filmin, on est devenu un festival national, parce que ce n'était pas seulement les spectateurs de Cineteca qui pouvaient venir voir les films, c'était toute l'Espagne. L'année dernière, on avait un documentaire sur un coiffeur malgache de Madagascar. Et dices tú, wow, ¿quién va a ver un documental sobre un peluquero de Madagascar? Que también hay que ver, ¿eh? Bon. Eh bien, écoutez, plus de 650 personnes ont vu le documentaire sur Filmin. Une salle de cinéma, la plus grande salle de Cineteca, c'est 220 personnes. Bon, ça aurait été un miracle, il y a 220 personnes aillent à Cineteca voir Nofi. Non, c'était, ouais, je pense que c'est comme ça le nom. Ce documentaire sur un coiffeur de Madagascar. Eh bien, Filmin a permis de donner visibilité à ce film du Madagascar, un coiffeur de Madagascar. Ce qui est très, très beau, c'est qu'avec les années, on a un public qui est devenu fidèle. Et il y a des gens qui ne connaissent pas. Et j'entends, moi, comme ça, ah, yo esta muestra vengo todos los años. Moi, j'étais très content, je me dis, c'est bien. Hein, voilà. Alors, quel est le public? On a le public habituel de Cineteca, les gens qui vont à Cineteca pratiquement tout le temps et qui sont là avec le Chanoy.
Ah, d'accord, ok, très bien. Donc, ça pourrait être la muestra ou n'importe quoi. Voilà. Ensuite, on a le public universitaire qui est intéressé par voilà, le cinéma indépendant, pas seulement le cinéma, on va dire, commercial, sinon d'autres cinémas, d'autres manières de voir le monde qui viennent à Cineteca. Après, il y a, on va dire, les francophiles, les francophones, et tous les ressortissants des différents pays qui participent. Par exemple, pour le film haïtien, vous allez avoir beaucoup de Haïtiens qui habitent à Madrid qui vont voir le film. Et moi, je suis toujours épaté. Casi parece que llegan en autobus. Vous voyez, là, il y a les bonnes sœurs haïtiennes qui viennent voir le film. Et c'est violent. Hein, ouais. Voilà. Et après, ils sortent enchantés. C'est aussi un festival où les gens viennent un petit peu à l'aveugle. ¿Habéis ido alguna vez a un festival de cine? ¿No? ¿Habéis estado en un festival de cine? ¿No? Moi, dans les festivals de cinéma, ce que j'aime bien, c'est un peu comme Forrest Gump, quand il parle de la boîte de chocolat. Vous ne savez pas ce que vous allez voir. Vous ne savez pas si le film va être bon ou pas bon. Vous pouvez avoir une idée. Ah, bon, la thématique, ok, d'accord. Et on a des surprises. Parfois, on est là en disant, oh là 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 là, je m'en vais. Hein, je n'aime pas du tout. Qu'est-ce que je m'ennuie? Mais parfois, c'est une révélation. Et moi, je me souviens de personnes qui étaient rentrées dans la salle. Ils ne savaient même pas trop ce qu'ils allaient voir. Quand ils sont ressortis, c'était là. Alors, j'ai, wow, nous, on n'a pas l'habitude de voir des films comme ça. Hein. Ça, c'était un documentaire sur une femme policière au Congo. C'était une commissaire, hein, un policier au Congo. C'était un peu Wonder Woman là-bas. Hein, voilà. Et alors, il y a des gens qui découvrent des choses inattendues. C'est ça aussi, là, moi, je t'avais fait des francophones. Ce n'est pas toujours voir des films dans une programmation, on va dire, déjà préétablie. Ah, ouais, non, c'est possible. Non, non, c'est partir à la découverte, comme des explorateurs, pour aller découvrir ce que moi j'appelle le continent de la francophonie. Donc, voilà, j'espère que bien, vous viendrez ou pas. Vous avez aussi Filmine, si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, mais en tout cas, vous savez qu'on a cette muestra ici à Madrid. On commence ce soir. Voilà. Là, je dois encore penser à ce que je vais dire ce soir. Et voilà, bon, pour moi, c'était un beau moment pour vous présenter la muestra de francophone, parce que voilà, c'était vraiment le meilleur moment pour la francophonie. Et maintenant, je suis disponible pour toutes vos questions. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Je ne vous ai pas laissé beaucoup d'espace. En tout cas, je leur ai promis de regarder les bandes annonces. Est-ce que c'est possible? Je me cherche sur. Alors, tu vas sur Cineteca Madrid. Alors, Cineteca va. Voilà. Et alors, Azor. ouais, Azor. Je clique. Oui, d'accord. Alors, Azor, c'est le film qui fait l'ouverture. C'est un film qui parle de la dictature en Argentine. Comment vous... Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Es la primera vez en Argentina, ¿no? Primera vez tan al sur. ¿Usted conoció aquí, señor de Carmen? Sí, sí, que lo conocí. Usted tiene un estilo algo diferente, ¿no? El señor de Will pertenece a la banca privada. Es distinto que la banca comercial. Es como comparar un avión de línea con un jet privado. Et vous, comment vous vous sentez ici? Hernán Cortés aussi devait être un peu des paysans débarquants. Dis-moi, tu savais que Keys avait un appartement ici? Il est certainement parti dans la précipitation. Ce n'est pas tellement son genre. Le calendrier indique un rendez-vous, peu avant son départ.
Lazaro. Faire qu'on doit. Cela signifie faire semblant de n'avoir rien vu. J'adore les patois. Mon mari et moi l'utilisons, quelques cousins. Au milieu de la banque privée, c'est un petit patois. J'ai rendez-vous tout à l'heure dans un club important. Lequel? Bienvenue au Círculo de Armas, señor Deville. C'est le gratin de la junte là-bas. Restez quand même sur vos gardes, mon petit. Qué alegría conocerlo, amigo. Le placer es mío, señor. Qu'elle avait totalement perdu la tête. Faire singe en bouche d'or. Jouer l'innocente. ¿Conoce usted a un tal? Yes. Azor. Tais-toi. Fais attention à ce que tu dis. Mais dis-moi, qui s'avait mis dans le mine? Eldorado, enfin. Ça t'intéresse? On va peut-être mettre la MIF. La MIF, ouais. Ah, elle était quand même, voilà. Voilà, recul, mais. C'est. Il va chercher sur YouTube. Sur YouTube, ça devrait apparaître. Pardon. Ce foyer, il accueille plusieurs jeunes qui sont dans des situations difficiles. Et ce qu'on vous propose, en tout cas, c'est un endroit qui est sécure. Ok, je te donne 3 secondes, Manon, avant de te lâche-moi, je te dis de me lâcher. En fait, pourquoi vous faites ce métier? Vous êtes là à nous dire ouais, on est là pour vous, nanani, nanana. Puis en fait, après, on est toujours seuls dans nos galères, en fait. Hein. On est proche de vous, on vit avec vous, mais vous êtes sous notre responsabilité et on n'est pas vos parents. Bah, heureusement. Je me dis, putain, comment ton propre père, il peut faire ça? Et toi, pourquoi t'es en foyer? Meuf, t'es amoureuse d'elle? Non, mais je la kiffe bien, tu vois. Ça ne reste que des enfants fragiles et qu'on doit aider, justement. Et là... Mais fragile, c'est pas débile. Hein. Tu penses pouvoir nous protéger, sincèrement, alors que t'as même pas su protéger ta fille? Si tu t'es fait de nouveaux amis, tout ça, c'est formidable, on est tous contents. Mais tu vas rentrer à la maison, tu vas pas rester ici. Non, c'est des règles de merde, moi je m'en compte de leurs règles. Tu t'assieds. Je fais trop la victime, toi, wesh. Pourquoi je fais la victime, frère? De toute façon, je serai là, moi aussi, tu sais. T'inquiète, on sera tous là, on est une mif maintenant, en vrai. Hein. Ouais, même si t'es chiante. Je t'aime bien. Bon, ça va, hein, on se détend, là. Je vais voir aussi fragile. Oui, d'accord. C'est celui que je vais voir samedi. S'il y a l'abandon aussi. Pas samedi, oui. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Oui, j'ai compris. Oui? Oh, le soulagement, putain! Non, non, j'ai dit oui, j'ai compris, mais pas à ta première question. Qu'est-ce qui se passe avec Jess? T'as tout bien fait comme je t'ai dit? Le ménage, ton linge propre, la vaisselle. Est-ce que je peux chialer tranquillement, s'il vous plaît? Ah non, tu peux être tranquille, mais tu peux pas chialer, rien. C'est bien, maintenant il est de retour avec nous, le ref, ça fait du bien. C'est vrai que tu nous avais un peu oublié, quand même. Maman, vous avez une meuf, vous désertez aussi, je pense. Ouais. Toi, le premier, toi, tu changes de pays, Ahmed. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Je sais quoi, mon ex, je suis partie chercher des affaires à moi chez lui, ça l'a tué. Ça, c'est mon maillot, ça.
Mais je te le rends. Non, 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 non. C'est quand la prochaine fois que tu peux la voir? Il m'a invité à sa soirée, le producteur. Bah, c'est parfait, Je vais pas y aller. Tu vas y aller, tu vas danser pour elle. S'il vous plaît, faites gaffe ce soir. Parlez bien. Déjà, tes collègues, on se fait un concours d'éloquence contre eux, on les met tous au tapin. Écoute, y a pas de frérot, t'es pas au quartier. Et toi, pourquoi t'es resté? Mais tu sais, les femmes, c'est pas que ça. J'aimerais être une femme, moi, pour plus voir ce qui se passe à l'intérieur, dans ce labyrinthe, tu vois, féminin. J'ai le droit d'être un homme et d'être quelqu'un de bien, en fait. Ça passe le samedi à 20h. C'est ça, c'est le samedi à 20h. Voilà. Et pour terminer, on met la déesse des mouches à feu, c'est le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est le dimanche. Il y avait une pause à la radio. Trop cool! Je t'aime, mon amour. Bonne fête! C'est quoi ça? 1000 piastres. 1000 piastres. Elle a 16 ans. Puis... Je comprends juste vraiment pas qu'est-ce qu'il fait avec elle. Moi, j'en veux puis j'ai de l'argent. Hey man, quand t'arrêtes, t'en prends bien trop, là. Elle s'en fout, ma mère, là. Elle est bien trop occupée à gérer sa vie de mère. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais t'es malade, c'est Tu vas finir drogué dans la rue. C'est ça que tu veux? Je m'en fous. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et les jours. Voyage. Et j'emmènerai bien. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage. Sur l'eau sacrée de fleuve en lien. Voyage. La chanson, vous la connaissez? Voyage, voyage. Ah oui, c'est un grand classique des années 80. Tout verra dans la prochaine séance de classe. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est d'écouter la langue française avec toutes ses variantes, sa diversité de prononciation, d'accent, d'intonation. Le français au Québec, il a une intonation tellement belle. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il chante. Hein. C'est un français qui est chanté. Après, il y a du vocabulaire qui change, hein, mais n'oublions pas qu'il y a une structure profonde qui est la même, hein, qui est la langue française, mais qui ensuite varie en fonction bien des réalités historiques, géographiques, sociales de chaque pays. Voilà, entendre aussi le français au Congo, avec l'accent algérien. Voilà. Des questions? Sur différentes choses, hein, ça peut être sur le cinéma en général, sur la muestra, sur ce que je vous ai raconté au début, sur... Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé, un peu, au moins. Oui. Bon, voilà, écoutez,
Voilà, je vous souhaite bien du courage pour vos études, votre chemin, votre parcours vital, votre parcours dans la philologie française ou autres études, d'aimer passionnément les livres, les films, c'est des trésors. Et bon, pour moi, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup, Bilal, de ta présence, de m'avoir invité. Je remercie aussi Carmen Mata pour cette initiative. Je remercie aussi le pôle francophone, l'Université autonome de Madrid. Je pense que c'est une belle fenêtre, le pôle francophone, pour justement découvrir d'autres visions, d'autres perspectives. C'est un enrichissement pour vous. Moi, je pense que nous, on n'avait pas ça à notre époque, le pôle francophone. Donc, profitez-en. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Gracias por haber venido. Nos vemos el lunes o jueves que viene en clase, después de los estudiantes.